Jeudi 11 août 2016, c'est l'heure de Info 13 sur Eden TV. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Les grandes articulations, c'est maintenant. Depuis le mercredi 3 août 2016, l'appareil judiciaire béninois tourne au ralenti. 48 heures de grève sont observées chaque semaine par les membres du syndicat national des travailleurs de la justice. Les précisions dans un instant. Les cours de vacances ont débuté depuis quelques semaines dans certains établissements scolaires privés et publics de Cotonou. Quel intérêt revêtent ces cours pour les apprenants? Vous suivrez un reportage à ce propos dans cette édition. Hors nos frontières, le peuple zambien est aux urnes aujourd'hui pour élire son président. Voilà pour les principaux titres. Bienvenue dans cette session de l'information. On ouvre ce journal par la crise qui secoue le secteur justice de Cotonou. Depuis le mercredi 3 août 2016, l'appareil judiciaire béninois tourne au ralenti. En effet, les membres du syndicat national des travailleurs de la justice ont appelé leurs militants à observer chaque semaine 48 heures de grève pour des raisons diverses. À la cour d'appel de Cotonou, certains bureaux sont fermés, ce qui bloque le bon fonctionnement des procédures de justice en cours. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat que voici. Mercredi matin, à la cour d'appel de Cotonou, sans surprise, plusieurs bureaux de cet espace judiciaire sont fermés. C'est la conséquence de la grève de 48 heures des agents du syndicat national des travailleurs de la justice, Centra Justice. Voilà 2 semaines que cela dure. Christophe Kossou, venu faire des légalisations, ne peut que partir de cette cessation de travail. Je suis venu pour légaliser quelques dossiers et j'ai constaté qu'il y a la grève. À l'origine de cette grève, la non-satisfaction des revendications du Centra Justice, dont la titularisation des agents recrutés depuis 2011 et l'adoption de l'avant-projet de décret portant statut particulier des personnels des services judiciaires. Ce n'est pas ni les magistrats ni les greffiers qui sont en grève. Vous avez constaté que les audiences sont prises normalement. C'est un syndicat qui regroupe les agents des greffes et du personnel d'appui de la justice qui est en grève. Et lorsque les citoyens ne peuvent pas se faire délivrer leur casier judiciaire ou leur certificat de nationalité, ça va sans dire que les avocats retrouvent quelques entraves dans l'exercice de leurs fonctions, notamment judiciaires. Autre preuve de l'impact de cette grève sur l'administration judiciaire, les désagréments que cela crée aux avocats obligés de recourir au service des huissiers pour fournir certaines pièces indispensables à leurs audiences. Pas étonnant que Maître Hugues Pognon souhaite la fin de la grève du Centra Justice. Le recours systématique à la grève en matière de justice pose énormément de problèmes. Cela ne veut pas dire qu'on ôte cette légitimité-là à ceux qui font des revendications, d'avoir à faire leurs revendications ou à réclamer leurs droits. Il faudrait que tous les acteurs de la maison de justice s'asseyent et que nous puissions nous entendre sur le minimum qu'il y a pour que les problèmes, dès qu'ils se posent, soient discutés, soient réglés, pour que la grève ne soit plus le moyen le plus approprié ou le plus idoine pour arriver à régler des problèmes d'ordre professionnel. Pas sûr que son souhait soit exaucé de sitôt. Le Centra Justice menaçant de durcir sa grève pour passer de 48 heures à 112 heures dès la semaine prochaine. Les usagers de la cour d'appel de Cotonou ne sont peut-être pas au bout de leur peine, à moins de se rabattre sur quelques agents du secteur de justice qui ne sont pas en grève. Vous le savez bien, c'est les vacances. Écoliers et élèves sont censés être au repos pendant que certains parents d'élèves préfèrent faire reposer leurs enfants. D'autres leur ont choisi le chemin des cours de vacances organisés dans les établissements scolaires publics et privés. Mais quel intérêt revêtent ces cours? La réponse est avec Fréjus Serlan et Damien Pedro. Travaux de mathématiques pour les uns ou d'anglais pour les autres, écoliers et élèves s'exercent à résoudre différents exercices, chacun dans sa salle de classe. Pourtant, ce sont les vacances, mais ils ont décidé de consacrer leur matinée à ces cours de vacances. Considérés à tort ou à raison comme fastidieux et encombrants par certains parents, ces cours qui coûtent peu ont cependant un intérêt. Dans un premier temps, de faire rapidement une petite révision des notions qui ont été étudiées au cours de l'année qu'ils ont terminé avant d'être en vacances et d'anticiper sur les notions qu'ils auront
à voir au cours de l'année qui va commencer. Ici, c'est une école primaire. Nous prenons en compte toutes les classes, du CI au CM2. Nous faisons également le secondaire jusqu'en 5e. Nous essayons de voir en fonction du cours de la vie pour essayer de fixer un quota qui va de 1500 à 3000 francs. Jugé peu sérieux par une certaine école, certains organisateurs font quand même l'effort de rendre ces cours crédibles. Pour ces deux classes qui sont les classes du secondaire, nous privilégions le français, les mathématiques, la SPCT et l'anglais. Dans la dernière semaine, nous essayons d'évaluer les apprenants et au terme de ces cours, chaque apprenant a, comment appelle-t-on, un bulletin qui atteste le travail qu'il a fait et comme ça permet aux parents de se rendre compte de son niveau. Si on peut reprocher à certains apprenants des cours de vacances de s'y rendre en touriste, d'autres par contre, à l'instar de ceux rencontrés ce 10 août au complexe scolaire Siquet Sud, ont bien conscience de la raison de leur présence en ces lieux. Je vais chercher des informations que je ne connais pas encore. Les matins, nous faisons la correction des devoirs et après, nous faisons les leçons. Nous faisons les leçons après, nous écrivons ça dans le cahier. En anglais, on nous apprend les verbes irréguliers. En français, on est en train de nous apprendre la description. En maths, on est en train de nous apprendre le patron du cône circulaire droit. Et en PCT, on est en train de nous apprendre comment produire le courant domestique. Au collège d'enseignement général de Bégamin, où se font aussi les cours de vacances, l'enseignant Abel Boudinou explique l'importance de ces enseignements dans la réorientation des nouveaux collégiens du second cycle. Ceux-là qui n'avaient pas bien travaillé, qui n'avaient pas bien compris l'allemand ou l'espagnol, d'accord, peuvent déjà chercher à se réorienter. Surtout ceux qui ont choisi la PCT, d'accord. D'autres, après les cours de vacances, disent, bon, il vaut mieux aller, d'accord, vers les séries littéraires pour ne pas coller la tête entre griffes. Quant aux collégiens des cours de vacances du Collège d'enseignement général de Bégamin, ils confessent que les cours leur sont bien dispensés. Les cours de vacances se passent bien parce qu'il y a les professeurs qui nous expliquent encore plus le cours. Et si on commence la rentrée, ça peut nous aborder avec les premières interrogations, on peut avoir de bonnes notes. Le monsieur nous explique bien. Si personne ne comprend pas, il lève sa petite main. Si les cours de vacances sont bénéfiques pour les apprenants, ils sont tout aussi importants pour les enseignants car ces cours leur permettent de ne pas vivre de plein fouet le chômage technique. En interactualité, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce jeudi en Zambie où près de 7 millions d'électeurs sont appelés à choisir un président au cours du scrutin. Le président sortant Edgar Lungu et son principal opposant Hakainde Hichilema sont favoris après une campagne marquée par plusieurs incidents violents. Commentaire Fréjus Serlan. Ils sont près de 7 millions de Zambiens à prendre tôt ce matin le chemin des bureaux de vote pour élire le président de la République. 9 candidats sont en lice pour ce scrutin. Mais déjà, les favoris sont connus. Il s'agit du chef d'État sortant, Edgar Lungu, du Front patriotique PF, élu il y a 18 mois pour achever le mandat de son prédécesseur décédé, et Hakainde Hichilema, HH, un riche homme d'affaires autodidacte qui se présente sous la bannière du Parti unique pour le développement national, UPND. Ce dernier était arrivé en deuxième position lors de la dernière élection. En 2015, Edgar Lungu avait remporté l'élection présidentielle avec moins de 28 000 voix d'avance sur lui, soit 1,5% d'écart lors d'un scrutin à un tour. Mais cette fois-ci, de nouvelles règles constitutionnelles changent la donne. Un second tour devra être organisé si aucun candidat n'arrive à obtenir plus de 50% des voix. Les Zambiens vont également aux urnes ce jour pour élire leurs députés ainsi que leurs conseillers municipaux et pour un référendum sur une modification de leur constitution. Les premiers résultats sont attendus entre vendredi soir et samedi. Mais cette campagne électorale marquée par des violences ayant entraîné des morts et plusieurs blessés pourrait avoir un impact négatif sur ces élections et faire chuter le taux de participation.
Dans un pays à économie en berne où l'accession sociale ne fonctionne pas pour ceux qui sont bien nés, les ados égyptiens des quartiers pauvres rêvent d'être repérés dans un casting pour s'extirper d'un avenir sombre. Reportage. Changement de garde-robe dans un parc huppé du Caire, ces ados égyptiens se font beaux pour l'objectif. Leur rêve, devenir des stars et partir à la chasse aux likes sur les réseaux sociaux. En multipliant les poses dans des endroits chics et avec des vêtements à la mode, ils espèrent un jour être repérés pour tourner dans des pubs ou être appelés pour un casting. Même si leurs vêtements ne sont pas pour tous les goûts. Ma mère aime beaucoup ma coupe de cheveux, mais ça ne plaît pas trop à mon père, je le sais. Et il n'aime pas ce pantalon parce qu'il trouve qu'il est trop serré. Il pense que ce style est pour les filles. Ces jeunes venus de quartiers défavorisés du Caire rêvent tous de marcher dans les pas de Sonek Diab. Ce mannequin égyptien de 21 ans a commencé comme eux, en se faisant photographier au lycée, et il a déjà tourné dans 2 publicités. Il y a des gens en Égypte qui deviennent célèbres sans chanter ou être acteurs, juste parce qu'ils sont photographiés, parce qu'ils prennent soin d'eux avec un bon photographe qui fait une belle photo, propre. Donc ils commencent à être célèbres, à recevoir des likes sur leurs photos. Et beaucoup des jeunes mineurs en Égypte veulent faire pareil. Alors que l'économie égyptienne est en berne, les ados des quartiers pauvres rêvent de succès grâce à Internet. Sur Facebook et Instagram, des comptes spécialisés ont même été créés. Mais avec leur style parfois provoquant, ils brisent des tabous dans cette société conservatrice. Pour ce sociologue, le pays n'est pas prêt à les accepter. La société égyptienne n'accepte pas le changement, elle n'accepte pas la diversité. Parfois, ce rejet se transforme en violence. Parfois, il se transforme en punition de l'État. Ce n'est pas le premier phénomène du genre. Dans les années 90, l'État a déjà accusé des jeunes qui jouaient du heavy metal d'être des adorateurs du diable et il les a emprisonnés. Ils sont des centaines chaque jour à arpenter les beaux quartiers du Caire pour se prendre en photo devant des voitures de sport ou des villas. Seul espoir de succès pour ces jeunes sans avenir, alors que les 10-24 ans représentent un tiers de la population égyptienne. Vous venez de suivre un reportage réalisé en Égypte par nos confrères de l'agence France Presse où l'ascension sociale ne fonctionne pas. Nous continuons cette édition. Les Comores traversent une grave crise énergétique qui paralyse l'économie déjà exsangue de cet archipel volcanique au fort potentiel géothermique et aux explorations d'hydrocarbures prometteuse. Et grâce à ses atouts géologiques, le pays pourra développer d'autres sources d'énergie. Reportage. Ces fumerolles pourraient être l'avenir énergétique des Comores. À 2300 mètres d'altitude, ces chercheurs veulent exploiter le potentiel géothermique du volcan Kartala. Si les fonds sont rassemblés, une usine pourrait être opérationnelle d'ici 2022. Nous comptons installer une usine avec une puissance initiale de 10 mégas, puis monter à 20 mégas et progressivement jusqu'à et suivre aussi la demande. Cet archipel de l'océan Indien fait face à une crise énergétique énorme. Les coupures d'électricité durent de nombreuses heures dans la capitale. Faute de groupe électrogène suffisant, cet hôpital doit se passer de climatisation dans le service chirurgie et couper complètement le courant de certains services non essentiels. Les petits commerces, comme cette boulangerie, ont du mal à survivre. Il est impossible de passer une journée sans qu'on perde des pains à cause des coupures d'électricité. Le temps d'aller démarrer le groupe électrogène, il y a des pains qui se retrouvent gâchés. On demande à la société fournissant l'électricité de faire le nécessaire pour nous garantir du courant, car nous, les petites sociétés, on court à notre perte. Sur la principale île de l'archipel, seuls 6 des grands groupes électrogènes publics fonctionnent. La Banque africaine de développement est censée financer la révision de ces structures, mais rien n'est fait depuis des années. Comorien a besoin d'avoir de l'électricité maintenant, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui même.
Dans l'avenir, à court et moyen terme, il faudra envisager une production qui sera bien sûr garantie en totalité, mais pour l'instant et progressivement, il faut améliorer la production et le réseau. Les Comores tablent aussi sur les explorations d'hydrocarbures offshore et une centrale au fioul très polluante devrait être opérationnelle d'ici 2018. En attendant, l'économie du pays reste paralysée et plus d'un jeune sur deux est au chômage. À présent, allons à la rencontre d'une jeune slameuse malgache. Il y a quelques mois, Keila a fait le buzz sur Internet avec son premier clip Madagascar, une chanson engagée très critique envers le gouvernement. Au-delà des tests, Keila met aussi des mots au service des autres avec la slamothérapie. Depuis 2 ans, elle aide des dizaines de mamans précoces à s'exprimer à travers le slam. Reportage. Révolte, rage, désespoir parfois, mais aussi engagement se mêlent sous la plume de Keila. À 22 ans, la slameuse, poète en herbe comme elle se décrit elle-même, ne mâche pas ses mots. Les politiciens, les effets néfastes de la mondialisation, mais aussi la violence conjugale sont aujourd'hui ses principales cibles. J'ai un texte qui parle d'une femme qui se fait battre au sein d'un foyer. Le message que je voudrais faire passer, c'est pas que je suis une femme et qu'on dit entre guillemets en malgache fanaka malem, objet mou, que tu vas me piétiner, que tu vas me tabasser. Keila a commencé le slam à 16 ans. Il y a quelques mois, elle a fait le buzz sur Internet après la diffusion de son premier clip. Une célébrité récente qu'elle utilise pour parler de son concept, la slamothérapie. Une fois par semaine, elle se rend dans cette association pour proposer à des mamans précoces de soigner leur mal-être avec les mots. J'aurais aimé avoir une autre vie, ne pas vivre dans le mépris. J'aurais aimé être comme toi, vivre dans une belle maison, des familles cyclones. Nanzar est une des bénéficiaires de l'association. Quand il a appris elle est tombée que enceinte j'étais à 16 ans. enceinte, Aujourd'hui, elle vit dans cette pièce Il ne reste seule que ma avec sa fille et fille de moi. 4 mois. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est de devoir trouver de l'argent alors que je suis encore en formation. À Madagascar, une adolescente sur 3 est enceinte ou a déjà eu un enfant avant 18 ans. Nanzar trouve du réconfort dans le slam. J'étais enceinte. Je ne pouvais pas le cacher. Qui devrait avoir honte, toi ou moi? Je transpire comme de l'huile. Pour Keila, la slamothérapie permet de briser les tabous. Ici, on parle de tout, religion, argent ou encore sexualité. Point d'humour sur la prostitution par exemple, en disant ouais voilà mais il n'y a pas de mauvais emploi ou quoi, je suis une prostituée, je m'assume. On sent quand même la joie de vivre ou sinon la force au fait de dire que malgré ce qui m'est arrivé, je reste une femme forte. Douleur, mais aussi joie de vivre et force. À travers le slam, ces mamans précoces ont aussi appris à s'accepter. Aux États-Unis, la candidate démocrate pour la présidentielle de novembre prochain s'est exprimée ce mercredi à la suite de quelques propos tenus par son rival Donald Trump. Hillary Clinton estime que le candidat républicain était allé trop loin en suggérant, selon elle, une résistance des détenteurs d'armes en cas d'élection de démocrates à la Maison-Blanche. On écoute l'intervention de Hillary Clinton. Je pense qu'il y a une différence entre mon opposant et moi-même. Les mots ont de l'importance, mes amis. Et si vous concourez pour être président ou que vous êtes président des États-Unis, les mots peuvent avoir de terribles conséquences. Hier, nous avons été témoins du dernier d'une longue lignée de commentaires désinvoltes de Donald Trump qui a dépassé les bornes.
Avant de clôturer cette édition, rendons-nous en Bulgarie où les nouveau-nés se vendent comme de petits pains. Les femmes bulgares, après l'accouchement, font le commerce de leur propre bébé parce qu'elles sont en quête de moyens financiers. Elles touchent entre 1 800 et 3 000 euros. Inclusion dans cet univers choquant. Reportage. Vendre son nouveau-né pour gagner un peu d'argent. Au cœur des communautés roms de Bulgarie, la pratique s'est enracinée depuis près de 15 ans. Un business lucratif pour ces mères et pour les trafiquants qui les mettent en relation avec des familles de l'autre côté de la frontière, en Grèce. Mais si vendre son nourrisson n'étonne plus les habitants du petit village d'Exarantimovo, à l'est du pays, bien peu osent en parler devant les caméras. Une femme est tout juste rentrée de Grèce la semaine dernière. Elle a vendu son bébé là-bas et elle est revenue. C'est le 3e bébé qu'elle abandonne. Nous l'avons vue enceinte. Elle est partie 1 semaine en Grèce et à son retour, plus de bébé. Elle nous a dit que son bébé était mort en Grèce, mais elle n'a aucun certificat qui le prouve. Dans la ville voisine de Kameno, plusieurs grandes maisons appartenant à des trafiquants présumés témoignent des importantes sommes d'argent générées par la vente de nourrissons. Lorsqu'une femme tombe enceinte et décide de vendre son bébé, elle part pour la Grèce dès les premiers mois. Là-bas, les futurs parents adoptifs prennent soin d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Ensuite, elle se rend devant le notaire avec le mari et lui dit qu'il est le père du bébé. Le couple peut garder l'enfant et la femme revient en Bulgarie avec l'argent qui lui a été promis par le trafiquant, à moins qu'il ne décide d'en garder une partie et de lui en donner moins que prévu. Pour tenter de sensibiliser les familles de la région, Maria Ivanova distribue des bracelets et des pins arborant les mots « Je ne suis pas à vendre ». Mais elle doit faire face à l'hostilité des mères qui refusent de s'impliquer et de témoigner. Les victimes refusent de coopérer pour la bonne et simple raison qu'elles ont reçu une certaine somme d'argent pour la vente de leur bébé. Habituellement, les sommes promises sont bien plus élevées que ce qu'elles touchent au final. Mais d'après les données dont nous disposons, une mère touche entre 1 800 et 3 600 euros. Une somme conséquente en Bulgarie, où le salaire moyen s'élève à 400 euros par mois. La justice bulgare ne poursuit les mères impliquées que s'il est prouvé qu'elles ont agi seules, ce qui est rare. Quant aux trafiquants, la plupart d'entre eux ne se sont vus infliger que des peines de prison avec sursis ces dernières années. C'est sur ces images que je prends congé de vous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir reçus. L'info continue sur Eden TV.